Je m'appelle Philippe Lafont et donc je suis ostéopathe d'une part et également artiste peintre, comme Daniel vous l'a dit. Et mon nom d'artiste peintre, c'est Dayan Ben Aharon. Ça, ce sont aussi des origines du temps. À 64 ans, je décide, parce que c'est un peu l'âge en même temps, en tous les cas en ce qui me concerne, de me poser la question du temps, et je décide d'y répondre par le moyen de tableaux. Je vais réaliser sur ce thème une trentaine de tableaux. J'en suis à mon 5e, qui s'appelle d'ailleurs La peur du temps, quand mes enfants, les deux plus jeunes, qui ont à ce moment-là 8 ans et 11 ans, sont là, assis derrière moi, en train de me regarder, mais extrêmement passivement. Et le fait de les sentir passifs, j'ai envie de leur dire, ok, je vais vous poser une question, vous allez aller dans votre chambre, vous allez y répondre et me rapporter votre réponse. Et la question, elle est simple et elle est double, c'est qu'est-ce que le temps pour vous? Vous rédigez le texte et vous faites un petit dessin qui sont en rapport avec ça. Et les enfants, contrairement à ce que je crois, montent dans leur chambre en hurlant de joie et reviennent moins d'une demi-heure après, et ce qu'ils me donnent comme papier m'émeut à ce point que je décide de savoir s'ils sont normaux ou pas. Et donc, je vais interpeller la directrice de leur école le lendemain, qui à la seconde accepte le deal, de poser la question à 3 classes qui sont emplies d'enfants d'âge des miens, c'est-à-dire CE2, CM1 et CM2. 73 réponses en sortent. Je vous assure que si j'ai pas eu les larmes 15 fois, j'ai jamais eu quoi que ce soit. C'est absolument hallucinant et je pense en particulier à ce qu'un enfant de 10 ans écrit. Les minutes prennent leur temps. Pas nous. Un enfant de 10 ans qui décide de ça, en fait, il dessine une montre, un avant-bras, une main, et c'est tout. Et donc, à partir de là, je me dis, il y a vraiment matière à faire un bouquin, parce que c'est incroyable. Et en même temps, c'est pas immédiatement ça que je pense d'ailleurs, c'est, je veux comparer ce que eux, les enfants entre 8 et 11 ans, interprètent du temps, ce qui m'a littéralement halluciné, et des adultes. Et pour ça, je vais interroger, et ça au cabinet, c'est une richesse absolument extraordinaire, j'ai des patients qui sont, et c'est vrai, très sympathiques. Donc je pose la question à mes patients, je pose la question à ma famille, je pose la question à des gens d'une façon générale. Et des circonstances font que je décide de faire le tour du monde. Et j'en profite pour amener quelques feuilles de papier. Et aidé par un guide, je vais interviewer les gens autour de ce tour du monde. Et vraiment, je voulais avoir des réponses un peu différentes de celles que j'avais obtenues, bien très intéressantes. Je voulais avoir un autre point de vue du temps, ailleurs, en Orient en particulier. Puis, une fois que j'ai réalisé tout ça, je me suis dit que je ne me suis pas vraiment engagé. Le bouquin était engagé, mais moi je ne me suis pas engagé. J'ai décidé d'aller là où le temps prend le plus de place auprès des personnes et les emprisonne le plus. Et c'est en fait, je suis descendu dans le métro et dans la mesure où je voulais leur poser des questions. Seulement quand je me suis assis, je ne pouvais plus me lever. J'étais là en train de me poser la question, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire? Et finalement, c'est le temps qui m'a répondu. Et le temps m'a répondu en me disant, si tu le fais et que ça ne fonctionne pas, le trajet c'est 24 minutes. En revanche, si tu ne le fais pas, pendant 2, 3, 4, 5 ans, tu te diras, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Alors, c'est immédiatement que je me lève, que je me présente et que les gens acceptent de me répondre. Et là, j'ai eu beaucoup de réponses parce qu'il y a même des gens qui m'ont tendu la main pour répondre. À tel point que quand on est descendu à Étoile, il y a 2 personnes qui sont venues me voir en me disant « Écoutez, c'était chouette parce que ça nous a changé la matinée. On a voyagé d'une façon différente. » Donc, quand Daniel m'a posé la question de savoir si je voulais faire cet exposé devant vous, alors bien entendu c'est un challenge, donc j'ai accepté. Et je me suis posé des questions sur la façon dont j'allais réaliser cet entretien.
et surtout de la façon dont j'allais l'organiser. Et je me suis dit, il y a en nous, dans notre corps, l'influence du temps qui intervient en permanence. Donc par le biais des sens, mais également par le biais de notre cerveau, et puis voilà. Et puis, excusez-moi, et puis effectivement, j'ai voulu aller voir aussi ce que pensaient les philosophes, en tous les cas ceux dont j'avais entendu parler, qui étaient à ma portée, entre guillemets. Et puis ensuite, comme j'avais eu des réponses de religieux, de tous les camps, c'est-à-dire que ce soit des imams, que ce soit des rabbins, que ce soit des curés, que ce soit des moines bouddhistes, j'avais ces réponses-là, et beaucoup m'avaient semblé très pertinentes, en tous les cas, qui me touchaient énormément. Et enfin, si on a le temps, quand j'ai étudié l'hypnose, j'ai étudié la possibilité de faire un voyage dans le temps. Et là, si on a le temps, on le fera. Donc, je connaissais mon texte bien, mais voilà. En fait, quand on parle du temps, au niveau du corps, et simplement au niveau du corps, pas au niveau émotionnel, on va parler de différents sens, en particulier le son. Le son a cette particularité de nous stimuler d'une certaine façon. Ce qui fait que quand on écoute un concert, parfois le soupir, le silence nous donne le temps de digérer ce que nous avons et de savourer ce que nous avons écouté, et parfois nous amène à envisager ce que celui qui crée l'œuvre va composer. De la même façon, quand on écoute quelqu'un parler, parfois, et particulièrement en thérapie, et je repense à l'hypnose, on peut engager une phrase et laisser le temps aux personnes de répondre à cette phrase, soit en elle-même, soit de reprendre la phrase qui vient d'être donnée. Il y a la vue. Et la vue, on sait qu'une mouche voit des images à 200 Hz, c'est-à-dire 200 images à la seconde, ce qui lui permet d'éviter absolument tous les obstacles. En ce qui concerne un oiseau voit à 100 Hz, c'est-à-dire 100 images à la seconde, et il peut voler à toute allure dans une forêt sans se heurter à la moindre branche. En revanche, nous, on a un petit souci, c'est qu'on voit à 60 Hz seconde, et ce qui nous amène à avoir énormément de concentration, on ne se rend pas compte, mais par exemple quand on conduit, parce qu'il se passe quelque chose, on perd ce qu'on appelle la chronologie des images. On n'arrive pas à leur donner véritablement le sens. Et c'est aussi la raison pour laquelle, quand il y a un accident, qu'il y a plusieurs personnes attroupées autour de cet accident, on obtient différents témoignages. Et donc c'est également la raison, c'est ça que je voulais dire, de ne pas prendre le téléphone quand on conduit, c'est bien plus difficile, et c'est la raison aussi pour laquelle il y a énormément d'accidents. Et tout ça, c'était... il y a également le réflexe. Le réflexe, quand vous mettez la main sur une plaque électrique chaude, si vous vous mettez à réfléchir, à dire tiens, la plaque est chaude, je vais retirer ma main, il se passe beaucoup de temps. En revanche, vous êtes aidé par le réflexe qui va vous amener à retirer cette main avant même que vous vous posiez la question pourquoi je retire ma main. Et puis, il y a le temps qui est modifié par le stress. Et là, il y a deux nerfs qui régissent un petit peu notre comportement, qui sont le nerf sympathique et le nerf parasympathique. Le nerf sympathique, lui, nous fait exploser. C'est-à-dire qu'il va surconsommer, quand on est en danger, il va surconsommer l'énergie. Et ce qui fait que parfois, on va avoir une bonne réaction, mais souvent, on n'a pas toujours la réaction adaptée. Mais c'est aussi salvateur. En revanche, le nerf sympathique va diminuer sa recherche dans le métabolisme pour prendre de l'énergie. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec des personnes qui sont littéralement paralysées quand ils sont soumis au stress. Et puis, il y a aussi
l'histoire du cycle circadien avec Michel Siffre, qui descend dans un gouffre, le gouffre de Scarasson, dans lequel il va rester 2 mois. Et en fait, quand on le sort le 17 septembre, comme il a été écarté de tout environnement de lumière et de communication, lui a l'impression d'être sorti le 20 août. D'où ce décalage. Mais ça, c'est le temps objectif. C'est un temps qui est comme ça. Et il y a maintenant le temps que j'aimerais aborder avec vous, qui est le temps des philosophes. Alors, le premier qui m'est touché d'une certaine façon, ça n'est pas Aristote, ça n'est pas Platon, c'est Augustin d'Hippone. Quand il dit que pour lui, le passé, c'est le présent des choses passées, quand la mémoire se ranime. Le présent, c'est le présent des choses présentes. C'est par exemple ce coucher de soleil à l'horizon. Et le futur, c'est le futur des choses présentes. Quand vous voyez la nuit, vous imaginez bien qu'il va faire... quand vous voyez, ce coucher de soleil, vous imaginez bien qu'il va faire nuit. Et puis, il y a Montaigne. Montaigne pour lequel je trouve qu'il y a une maturité. Alors, ce tableau de Montaigne indique une phrase qui m'a marqué et qui dit que les cadeaux de la vie, les cadeaux du temps à peine arrivés s'enfuient déjà. C'est un petit peu cette main qui va retenir ces voiliers qui sont au bout. Et donc, ce que dit Montaigne, nous n'avons pas à nous plaindre qu'à nous-mêmes si la vie nous presse et qu'elle nous échappe inutilement, principalement à cette heure que j'aperçois la mienne, je la veux étendre en poids, arrêter la promptitude de sa fuite par la promptitude de ma saisie et par la vigueur de son usage, je veux modifier la hâte de son écoulement et surtout ne pas dire « je n'ai pas vu le temps passer ». Ça, c'est ce qui concerne Montaigne. Et c'est une phrase qui, pour moi, était très difficile à apprendre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Et puis, après, j'ai regardé Bergson. Bergson et le temps. Et Bergson, pour lui, le temps est quelque chose qui nous appartient en propre. C'est quelque chose qui, à la différence de Newton, pour qui, lui, le temps est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose de parfaitement défini, avec, qui existe depuis tout le temps et qui est absolument imperturbable à intervalles réguliers. Et d'ailleurs, il y a un de mes patients qui l'a défini comme tic-tac, tic-tac. Et il y a un autre, alors ça s'est passé à l'étranger, c'est quelque chose qu'on m'a apporté d'Algérie, c'est la question qu'on pose à l'horloger. Quelle heure est-il? Et il va répondre, maintenant, il était 13h03. Pour revenir à Bergson, Bergson, lui, ce qui l'intéresse dans le temps, c'est la nouveauté. C'est-à-dire ce qui va nous amener à être totalement passionnés par ce que nous allons découvrir. Or, le réflexe de l'homme, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il va le mettre en référence à ce qu'il connaît déjà. Et là, il va perdre beaucoup de ce plaisir de découvrir les choses. C'est un petit peu comme quand on propose un cadeau, quand on offre un cadeau à un enfant, l'enfant, lui, va se précipiter vers ce cadeau, déchirer le papier, déchirer la ficelle, ouvrir la boîte et découvrir le cadeau. Alors, c'est peut-être pas nécessairement le cadeau avec lequel il va s'amuser, c'est peut-être le papier, mais en tous les cas, il va vivre cette nouveauté sans se poser de questions, il va juste vivre les choses. Et c'est ce que propose Bergson d'une façon générale. Il dit qu'en fait, le nouveau, c'est la jouissance de l'instant présent. Le temps n'existe pas. Il est pour Bergson un état de conscience, une succession d'états de conscience. C'est-à-dire, c'est ce que vous apporte l'état de conscience précédent au présent et que ce présent commence à dévorer sur le futur. C'est un prolongement ininterrompu du passé vers le présent qui empiète vers le futur.
Ensuite, on va parler de Yankelevitch. Yankelevitch est un monsieur, c'est un philosophe qui a dû souffrir beaucoup dans sa vie. Parce que la présentation pour lui du temps est une présentation assez négative. C'est-à-dire qu'elle va parler de la mort, de l'ennui, il va parler de la nostalgie, il va parler de toutes ces choses-là. Et il dit que le temps est toujours dépendant des autres. En réalité, quand il parle d'une journée de 8 à 23 heures, il ne parle que des obligations que nous avons à l'égard des autres, c'est-à-dire le temps professionnel, le temps familial, le temps social. Et il parle également d'un autre temps, qui est le temps imprescriptible, qui est le temps du pardon, qui est moins fort que le temps de la mémoire. Et puis, il y a M. Sibony, Daniel Sibony, pardon. Daniel Sibony, qui a une vue beaucoup plus agréable, quoi de plus familier et de plus insaisissable. Il y a le temps métaphysique, le temps physique, la mémoire et la nostalgie. La nostalgie, c'est cet effort que nous allons faire pour amener le désir épuisé vers les lieux anciens où il était plein de lui-même. Et pour lui, le temps, il y a ce plaisir de pouvoir jouir du temps, cette crainte de perdre du temps et également l'angoisse de vieillir. Ce sont les différents temps dont il parle. Enfin, j'ai eu l'occasion, comme ça, d'écouter Worms et Chabot, qui sont des philosophes contemporains, et qui ont parlé du temps. Oublier le temps, pour Worms et Chabot, c'est vivre en union avec soi-même. Chacun a son propre rapport au temps. Il y a deux temporalités. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a la temporalité sans conscience, c'est-à-dire celle du corps et de la nature, et puis il y a la temporalité subjective du temps, de la conscience, qui peuvent être en rapport également avec ce qui a précédé. Comme tout à l'heure nous en avions parlé, le stress peut faire communier le corps et la réception du temps. Voilà. Donc il s'agit pour ces philosophes de se réapproprier son temps, de vivre et d'avoir du temps. Et là, j'ai deux patientes qui m'ont donné leur formule. En tous les cas, l'une me parlait de sa mère qui était chef d'entreprise et qui avait cette passion du jeu. Et quand un employé arrivait et qu'elle était dans son bureau en train de jouer aux dames, jouer aux échecs, elle disait « Excusez-moi, je n'ai pas votre temps, je joue ». Et ça m'a inspiré un tableau où on aperçoit ces personnes qui traversent la vie sans lever la tête, et tous ces petits personnages qui sont les chronotes, c'est des petits personnages que j'ai mis dans beaucoup de tableaux qui concernent le temps, parce que c'était une synthèse entre chronos et chrome, le temps et la couleur du temps. Et il y a une autre personne qui a eu cette proposition que j'ai trouvée absolument géniale. Encore faut-il en avoir le courage, c'est de dire 3 fois non dans la journée à ce que l'on nous demande de faire ou à ce que l'on s'oblige à faire. Quand nous pouvons nous ressentir étrangers à nous-mêmes, effectivement, il peut arriver des moments où, en avançant dans la vie, on se pose la question de est-ce qu'on est dans notre vie? Est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on a envie de vivre? Et j'ai recueilli le témoignage d'une patiente qui m'a dit elle était huissier de justice. Et au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Et en fait, quand elle s'est dit c'est fini, je ne veux plus jamais faire ce métier, elle s'est remise totalement en question de son confort, etc. Et en fait, elle s'est rendue compte que dans ses ascendants, il y avait quelqu'un qui était magnétiseur. C'était sa grand-mère. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait ce don. Elle a tout laissé tomber pour vivre beaucoup plus chichement, mais elle se sentait totalement en harmonie avec son temps. Alors que habituellement, elle se sentait littéralement écrasée par les missions qui lui étaient confiées.
Donc, exercer la puissance de son choix serait réorienter notre activité afin de redonner du sens à notre vie. C'est la perception du temps, oui, cette perception du temps qui peut être différente d'un continent à un autre. Et là, il y a effectivement, j'ai reçu ce témoignage, pas personnellement, mais c'est un patient qui est allé en Algérie, qui me l'a ramené, d'un Touareg, qui dit ma vie, elle est très simple. Le matin, je me lève, je cherche le plus loin où je peux amener mon troupeau, je vais l'amener à un endroit où il y a de l'eau, où il y a de l'herbe, où il va pouvoir paître, et moi, je vais pouvoir vivre ma vie, manger quand j'ai envie, penser quand j'ai envie. Voilà, c'est ça pour lui le temps. Alors effectivement, on peut penser ce qu'on veut, mais c'est sa philosophie à lui, et il la vit parfaitement bien. D'un autre côté, j'ai eu cette réponse également pour les orientaux. Ils sont très fans d'un grand savant européen qui s'appelle Einstein, simplement parce qu'il les a compris et il a validé la relativité du temps. C'est simplement à propos du fait qu'il n'y a pas toujours la précision du temps. Parfois c'est assez amusant, je l'ai vécu moi-même avec ma mère en particulier, qui était pas toujours à l'heure, on peut le dire. Et puis, nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, de la spiritualité et du temps. Dans les témoignages que j'ai reçus, tous m'ont fait référence donc à ce que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Et le mot qu'on trouve à propos du temps, c'est Zeman. Et Zeman, ce sont deux mots. L'un veut dire ceci, et l'autre veut dire pourquoi. C'est-à-dire, c'est la nécessité de se remettre en question en permanence et d'essayer de comprendre sa place dans le monde dans lequel on vit et d'apporter systématiquement des choses nouvelles autour de nous. Non seulement ça, mais il y avait une deuxième chose qui était intéressante, parce que ça permet aux gens de pouvoir se remettre en question, toujours à propos de ceci, pourquoi, et de revenir, parce que 2 années se succèdent, et ce sont toujours les mêmes si vous n'y apportez rien. Et c'est la raison pour laquelle on est obligé, en tous les cas, tel que c'est décrit dans l'Ancien Testament, de revenir au moment où nous aurions commis des fautes, pour essayer de comprendre juste avant ce qui a déclenché ce process de se limiter simplement parce qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on a commis des fautes, et donc on a la possibilité, grâce au temps, de revenir et de pouvoir corriger ses actes. Enfin, excusez-moi. Donc, en fait, la chose la plus importante que l'on trouve également, c'est que on a le droit de prendre de l'âge, mais on n'a pas le droit de vieillir. On doit se renouveler en permanence, être constamment dans le temps présent. Donc, c'est également un lien que nous retrouvons avec les philosophes et que nous retrouvons en permanence partout, même chez les enfants. Déjà, il y a cette chose. Et puis, je vais vous parler d'un autre temps, si vous m'autorisez, c'est en fait le temps thérapeutique. Ce temps thérapeutique où, si vous acceptez, vous pouvez, à cet instant, repenser à quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, quelque chose qui vous a amené à avoir des réactions qui vous fatiguaient aujourd'hui parce que vous ne les compreniez pas. Et parfois, quand on peut réagir d'une façon excessive, en se confrontant aux gens simplement parce qu'ils nous ont dit quelque chose, sans avoir, eux, la volonté de nous agresser, ou simplement en fuyant pour éviter d'avoir une confrontation, en tous les cas, cette impression qu'on allait avoir une confrontation. Et donc, effectivement, en arrivant à se détendre, à respirer le plus confortablement, on peut réfléchir un instant à cet instant où nous étions enfants, où
quelque chose s'est passé et où nous nous sommes sentis absolument seuls. Et là, notre réaction a été soit de réagir extrêmement violemment, soit effectivement de se sauver. Et ça, on le voit. Et donc, le fait d'aller revoir cette situation que l'on peut identifier, nous, en tant qu'adultes, on peut revoir cette situation et observer qu'aujourd'hui, avec notre expérience, nous n'allons pas la voir de la même façon que nous l'avons vu quand nous étions enfants. Et là, ça consiste à prendre cet enfant dans les bras et lui montrer cette situation d'une façon totalement différente. De voir que ce n'était peut-être pas aussi mauvais, aussi dangereux ou aussi agressif que lui a pu le sentir à ce moment-là. Et donc le rassurer, lui montrer les choses d'une façon totalement différente. Et puis prendre cet enfant et remonter le temps, petit à petit, et se rappeler d'autres situations qui pouvaient avoir un lien avec ce premier effet, et voir comment l'enfant peut réagir ou comment nous nous comportons vis-à-vis de ce moment. Et nous apercevoir qu'effectivement, les choses peuvent changer et remonter jusqu'à aujourd'hui. Et savoir comment nous nous sentons par rapport à cet acte, voire même se projeter dans l'avenir et comment nous nous sentons. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Je dois vous dire que je dois remercier également Florence pour son accompagnement. Et voilà, j'étais un petit peu pris par le trac, mais ça, vous avez vu,